sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui, je te propose l'interview de Valérie Richard du site Une fille manager. Valérie est coach pour dirigeantes et sa mission en fait, c'est de développer le potentiel des dirigeantes pour les aider à faire grandir leur équipe et leur business. Il était important pour moi en fait de l'inviter sur le podcast parce que elle a une expérience assez importante en management. Elle a été directrice commerciale dans un grand groupe notamment. Du coup, j'ai voulu axer l'interview sur la notion de communication. Comment est-ce qu'on fait pour bien communiquer avec ses équipes? Comment est-ce qu'on fait pour poser ses limites par rapport à certains collaborateurs, puisque bien souvent, on a un peu peur du conflit et des personnalités assez difficiles à gérer. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une posture plus affirmée? Comment faire un bon feedback? Voilà un peu toutes les questions qu'on a traitées dans cet épisode. Encore une fois, c'est une interview remplie de pépites. J'ai vraiment adoré cette interview avec Valérie, donc je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout et à me dire ce que tu en penses sur Instagram, sur LinkedIn ou dans ma newsletter. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Valérie, je suis ravie de t'accueillir du coup dans le podcast Feedback. Ça fait un petit moment qu'on se suit toutes les deux sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de t'accueillir aujourd'hui pour nous parler communication. Quand on manage une équipe, ça va être le thème de cet épisode. Donc j'aimerais te laisser te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Et après, on enchaînera avec l'interview et les questions. Super. Merci beaucoup, Elodie. Moi aussi, je suis ravie de te rejoindre sur ce podcast. Parce que oui, on se suit depuis un bon petit moment. Donc, c'est l'occasion d'échanger un peu plus et puis de pouvoir parler de sujets qui nous tiennent à cœur à toutes les deux, je pense. Donc effectivement, alors pour me présenter rapidement, qu'est-ce que je peux te dire? Je suis sur la région lyonnaise. Moi, j'accompagne des équipes. En tout cas, j'ai commencé à manager des équipes il y a un petit peu plus de 20 ans. Donc j'ai commencé en fait ma vie professionnelle, ma carrière dans un groupe de recrutement et de travail temporaire qui s'appelle Adecco. Et donc, j'ai été au départ assistante dans un service commercial et puis après commerciale sur le terrain et ensuite directrice d'une agence. Donc, j'avais au départ une petite équipe de 3 personnes. Et puis, voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai eu des équipes de plus en plus importantes. J'ai quitté cette entreprise après 12 ans et j'ai intégré une autre société comme responsable commerciale où je suis restée 8 ans. Et puis, voilà, petit à petit, je commençais à me dire que j'avais fait un petit peu le tour de la question. En tout cas, je me posais pas mal de questions. Donc, je me suis formée au coaching en me disant que ça allait peut-être m'apporter des méthodes pour manager mon équipe différemment. Et puis, en fait, j'ai découvert un métier à part entière et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire pour aider plus de personnes. Donc voilà, fin 2016, j'ai quitté mon poste salarié pour créer mon entreprise. Et puis voilà, j'ai commencé mon activité. Alors sachant que j'avais commencé déjà un petit peu avant de quitter mon poste de salarié, puisque j'avais un blog qui s'appelle Une fille manager, qui est devenu maintenant mon site. Et c'est de là que j'ai commencé mes accompagnements auprès des managers et des femmes dirigeantes d'entreprise. Voilà. Quel beau parcours, effectivement, une belle progression et des expériences plutôt longues aussi dans les entreprises que tu as fait. Oui. Donc, c'est ça qui est aussi ultra intéressant. Et je pense qu'ils enrichissent aussi l'accompagnement que tu peux faire des dirigeantes actuellement dans ton activité en tant qu'indépendante. Donc, le sujet du jour, c'est la communication. C'est un très grand sujet en management. Je crois que c'est assez vaste et je suis pas sûre qu'on arrivera à tout couvrir aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion de revenir sur le podcast. Quelles sont pour toi les bases d'une bonne communication quand on est manager? Alors, il y a pas mal de choses. Je dirais que la première base quand on communique, c'est d'écouter. Alors, je sais que tu as fait un épisode sur ça, sur l'écoute active, et je te rejoins, mais à 200% là-dessus. Parce que souvent, quand on communique et qu'on cherche à écouter l'autre, on est déjà dans notre tête en train de se dire tout un tas de trucs, donc on n'écoute pas très bien, je trouve.
Et souvent, ça fait partie des biais qui vont rendre la communication un peu difficile. Donc, la première chose, je pense que c'est vraiment de vouloir écouter, d'avoir l'envie d'écouter sincèrement ce que l'autre a à nous dire, mais surtout d'essayer de comprendre ce qu'il a en tête, quel est son point de vue, quelle est sa perception finalement. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va arriver à voir si on est sur la même longueur d'onde et à trouver des terrains d'entente. Donc, de pas chercher à interpréter, ça c'est important. Ensuite, c'est peut-être justement d'accepter d'avoir des points de vue différents. Accepter de pas toujours avoir raison quand on est leader, quand on est manager. On est censé apporter un certain nombre de solutions, prendre des décisions. Donc, on peut avoir tendance à vouloir être celui qui sait. Mais en fait, faut accepter qu'on sait pas tout, que notre équipe a plein de choses à nous apporter et de pouvoir remettre un peu cette posture d'humilité. Je trouve que c'est important parce que sinon, on reste dans son rôle, dans sa posture un peu haute et c'est là qu'il peut y avoir des problématiques d'ego, de pouvoir ou autre. Donc, voilà, je trouve que ça brouille pas mal la communication. Et puis après, c'est de laisser la personne s'exprimer, mais de la laisser s'exprimer jusqu'au bout de son idée. Parce que moi, ça m'arrive encore plein de fois. Quelqu'un commence à me dire quelque chose et puis ce que cette personne me dit, ça fait écho, ça me parle. Et du coup, j'ai envie de rebondir. Et parfois, je vais commencer à parler un peu trop vite, ce qui fait que la personne, elle n'a pas fini sa phrase ou son idée. Et là, le fait de couper, on se prive de pas mal d'informations qui peuvent être super importantes. Donc, ça fait partie de l'écoute active, mais c'est de laisser l'autre parler jusqu'au bout parce que, voilà, ça permet encore une fois déjà de respecter le temps de parole de chacun et puis aussi de vraiment entendre ce que la personne a à nous dire. Et c'est aussi beaucoup de questionner parce que finalement, encore une fois, avec cette histoire d'interprétation, parfois on se dit « Ah tiens, oui, il me dit ça, ça me fait penser à telle et telle chose ». On commence à mettre un peu notre perception dessus et on ne s'assure pas qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc le fait de rebondir, de poser des questions, ça permet de voir si on s'est bien compris. Donc ça peut être de la reformulation d'ailleurs. Ça peut être d'aider la personne à préciser son idée, à préciser son propos. Donc, on l'aide en même temps à réfléchir et je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, encore une fois, ça évite de partir dans des directions qui sont peut-être pas tout à fait les bonnes. Donc, ça, c'est bien. Et puis, peut-être une chose qui est importante et qui est pas toujours facile à faire, mais c'est d'arriver à exprimer ce qui est important pour nous. Parce que parfois, pareil, quand on est leader, qu'on est manager, on veut essayer de donner un cadre, d'emmener son équipe, etc. Et puis, on se fait un peu passer après ou on s'oublie. Et ça, c'est dommage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à exprimer ce qui est important pour nous parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire avancer l'équipe. Donc, voilà, c'est globalement ce que je dirais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de laisser l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui. C'est vrai il y a déjà des personnes qui ont besoin de temps pour finir leurs phrases, leurs réflexions, et limite même qui vont s'arrêter en plein milieu, on va les voir lever les yeux un petit peu loin, perdus dans leurs pensées, et justement, faut pas les couper à ce moment-là, parce que des fois, on est impatient, on a envie d'aller vite ou d'avoir la réponse, etc. Et non, faut laisser l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée. Il y a quand même pas mal de personnalités qui ont besoin de temps, de lenteur, pour aller jusqu'au bout de leur réflexion. Donc, je trouve ça hyper important que t'en parles. Et surtout qu'on est dans une société, on va dire, notamment les Français, où on aime bien conseiller, donner notre avis. Oui. Et du coup, on va couper un petit peu l'élan et on va donner notre avis, ce qu'on pense, etc. Alors que l'autre en face n'a strictement rien demandé. Mais c'est un peu dans notre nature de conseiller. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis, il vaut mieux questionner que conseiller. C'est une posture qui est pas forcément évidente à avoir, mais c'est vrai que c'est une clé hyper importante pour manager ses équipes. Et je suis ravie que tu aies indiqué ces éléments-là. Voilà, juste si on peut conseiller aux gens, laisser parler les autres. Écouter, effectivement, c'est la première base de la communication, c'est les laisser parler. Généralement, ce qu'il y a derrière les problèmes de communication, alors il y a des personnes qui n'hésitent pas à être un peu autoritaires, un peu comme tu as dit, en posture haute, et c'est leur mode de fonctionnement. Mais il y en a d'autres qui peuvent avoir peur du conflit, peur de froisser, peur de vexer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour bien communiquer quand on est dans cette position-là? Et comment est-ce qu'on fait pour poser ses limites aussi au niveau du management? Mais peut-être qu'on va y arriver après. Voilà.
Comment déjà aider ces personnes-là qui ont peur du conflit, peur de vexer, pour mieux communiquer, parce que c'est une crainte hyper importante quand on manage. Oui. Alors ça, je suis comme toi, je l'entends très souvent. J'ose pas dire vraiment à mon équipe ce que je pense vraiment parce que j'ai peur de créer des conflits, j'ai peur de froisser la personne, j'ai peur qu'elle le prenne mal. Donc finalement, je me retiens, j'y vais sur la pointe des pieds, je dis un petit peu mais pas complètement. Et en fait, ça crée plein de situations qui justement vont amener à des conflits parce qu'en fait, on n'est pas complètement sincère. On dit pas tout à fait ce qui nous dérange ou ce qui nous manque, donc ça fait gonfler un petit peu la cocotte minute au niveau de la patience peut-être. Et puis le jour où ça explose, c'est là qu'on va commencer à être beaucoup moins sympathique. Donc le fait de se retenir, en général, c'est pas forcément une bonne chose. Et je pense qu'il y a une croyance là derrière, une pensée un peu automatique qui arrive de se dire oui, mais si je dis vraiment ce que je pense, la personne va mal le prendre. Non, toujours pareil. Moi, je pense qu'on peut dire à peu près tout, ça dépend de comment on le dit. Donc ça va être encore une fois beaucoup sur de la méthode de communication, mais on peut dire les choses à quelqu'un dans son équipe sur, quelque chose qui nous convient pas sur son travail. À partir du moment où on le fait en étant clair sur ce qu'on attend, en étant clair sur peut-être ce que la personne pourrait améliorer, il n'y a pas de raison que la personne ne le prenne mal si, encore une fois, on reste dans la bienveillance et qu'on cherche à faire progresser l'autre, à faire progresser la situation. Donc, c'est vrai que parfois, poser ses limites, pour beaucoup de personnes, dans leur tête, c'est si je pose mes limites, je deviens rigide ou je deviens méchante ou je deviens désagréable. Non, ça fait partie un peu du jeu. Quand on est leader, on a ce rôle-là aussi de pouvoir guider l'équipe. Donc, il faut bien... pour guider, donner la carte, finalement, le cap vers où on va et donc ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait éviter de faire pour y arriver. Donc ça, je trouve que c'est important. Et puis aussi, pour arriver à poser ses limites, c'est de peut-être soi-même d'être au clair avec ses limites. C'est-à-dire, moi, je vois souvent des leaders qui me disent, que ce soit des dirigeantes ou des managers intermédiaires d'ailleurs, qui me disent « oui, mais finalement, ça me paraît évident qu'il faut pas faire ça ». Et je leur dis, c'est évident pour toi, dans ton référentiel, dans ton expérience, mais ça l'est peut-être pas dans la tête de ton collaborateur. Donc, il faut que tu puisses être clair sur ce que toi tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et déjà, rien que ça permet de se donner un peu ce cadre pour se dire, en dehors de ce cadre-là, il y a des limites à pas franchir. Ça veut pas dire qu'on va être, encore une fois, rigide, mais c'est juste que voilà, ça fait partie de la carte qu'on va devoir expliquer à nos collaborateurs pour dire où on va. Donc, moi, je conseille toujours ça au départ, de dire écris ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, que ce soit en termes de savoir-être, en termes de comportement, en termes de résultats aussi, tout simplement. Ça permet déjà d'éclaircir les choses et le fait de l'écrire, tu vois, on le sort de notre tête, donc ça permet de le dire plus facilement aussi après. Et puis, c'est aussi je le disais tout à l'heure, de dire ce qui est important pour nous, en fait. Parce que parfois, on n'ose pas dire ce dont on a besoin en tant que leader, en tant que manager. J'ai besoin qu'il y ait un bon esprit d'équipe, j'ai besoin que les gens travaillent de manière impliquée. C'est peut-être des valeurs qui sont fortes pour le manager, c'est bien qu'il puisse les donner aussi à son équipe. Et justement, de s'appuyer sur ces valeurs, sur ses besoins, c'est, je trouve, un bon fil conducteur. Donc ça, pour moi, c'est important pour arriver à fixer ses limites. C'est aussi de réfléchir à comment je fixe mes limites actuellement. Si je me rends compte que j'ai un peu de mal à le dire, il faut que je me pose la question de tiens, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que je me dis, encore une fois, les fameuses croyances limitantes, pour se dire il faut que je travaille là-dessus pour m'améliorer et arriver à poser mieux mes limites demain. Et je dirais même poser ses limites à son équipe, mais aussi à soi-même. Parce que des fois, on n'est pas toujours très, très bon là-dessus. Donc, ça, c'est important. Et puis après, c'est de passer à l'action, de communiquer, de prendre le temps de dire les choses, de se mettre dans le bon état d'esprit aussi, en se disant est-ce que là, je suis dans la bienveillance ou est-ce que j'ai envie d'être dans le recadrage fort. Donc, ça va dépendre des situations. Les deux peuvent se faire, mais ça dépend des situations. Il ne faut pas tout mélanger non plus.
Et puis, peut-être expliquer aux personnes quand on fixe le cadre, comme je disais, de pouvoir dire aux personnes les conséquences positives que ça va pouvoir avoir pour eux, pour l'équipe, leur montrer un petit peu aussi le côté bénéfique, entre guillemets, d'avoir ce cadre. Et sans doute de devoir le redire régulièrement parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bon, j'ai fixé mon cadre, je l'ai dit à mon équipe, c'est bon, c'est fait. Oui, mais alors souvent, ça suffit pas, en fait. Donc, voilà, pouvoir le redire régulièrement, ça va être important. J'aime beaucoup tous les conseils que tu as donnés. Effectivement, c'est hyper important par rapport à ça, déjà, de faire le point soi-même, de prendre le temps de se poser, de réfléchir à tout ça, de poser ses besoins, ses valeurs. Moi, j'aime beaucoup travailler les valeurs, notamment dans la formation Manager 360. C'est l'une des premières choses qu'on fait, parce que moi, ça donne un cadre dans son management. Donc voilà, je suis complètement en phase avec tout ce que tu as dit. Pour les personnes qui sont peut-être en train de nous écouter et qui sont dans cette position, voilà, il va falloir peut-être que je pose un cadre et des limites. Alors ok, prendre le temps de le poser sur papier, de réfléchir, etc. Et quels conseils tu donnerais, voilà, pour passer à l'action? Est-ce que c'est des entretiens en tête-à-tête avec chacun? Est-ce que c'est plutôt une réunion d'équipe où on partage ces éléments-là? Est-ce qu'on le fait au début d'une prise de poste? Est-ce qu'on le fait même si on est en poste depuis 4 ans à la même place, est-ce qu'on le fait quand même? Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Alors, je dirais que tout peut se faire. Il peut y avoir différents cas de figure, effectivement. Moi, je trouve que c'est intéressant de le faire assez tôt dans la prise de poste. Alors, peut-être pas tout de suite la première semaine, parce qu'il faut prendre le temps aussi d'observer, d'apprendre à connaître ses collaborateurs, d'apprendre à connaître l'entreprise, etc. Et de commencer à se faire son opinion sur tiens, ça, je me rends compte que ça fonctionne bien, donc je vais pas y toucher. Ça sert à rien de vouloir tout révolutionner quand on arrive dans une équipe ou dans une entreprise. Et puis de se dire tiens, là-dessus, il y a peut-être des axes d'amélioration. Donc ça prend peut-être un temps d'analyse. Et je pense qu'il faut se laisser quelques semaines, peut-être quelques mois, pour ensuite se dire tiens, voilà comment je verrai les choses et ce qui pourrait être peut-être amélioré au niveau du travail de l'équipe, au niveau des résultats. Et là, ça va permettre quand même plus facilement de poser les bases de son cadre, justement. Donc, je pense qu'il faut le faire pas trop tard, mais sans se précipiter non plus. Ça peut se refaire plus tard parce qu'encore une fois, l'entreprise va évoluer, l'équipe va évoluer, le manager aussi lui-même évolue. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant à refaire régulièrement, peut-être une fois par an, se poser la question en se disant est-ce que c'est toujours OK les limites que j'avais fixées ou est-ce qu'il y a des choses où on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, etc. Donc ça, c'est intéressant peut-être en début d'année, tu vois, de se dire tiens, par rapport aux objectifs qu'on se fixe cette année, c'est quoi le cap et est-ce que je garde le même cadre que l'année dernière, par exemple? Et après, est-ce qu'on le fait en collectif, en individuel? Alors, pareil, ça va dépendre peut-être des cas de figure. Je trouve que quand on arrive sur un poste, ça peut être intéressant de le faire en collectif parce que c'est aussi une façon de se présenter, entre guillemets, d'expliquer pourquoi on a fait ce choix-là, de redire à l'équipe ce qui est important pour nous, de quoi on a besoin, etc. Donc, ça peut être une communication d'équipe et puis de recueillir aussi leur retour à ce moment-là. Et parfois, ça peut être intéressant de le faire en individuel. Je dirais, surtout quand on a quelqu'un où on sent que cette personne a du mal à se repérer dans le cadre, à savoir finalement quel est le degré d'autonomie dont elle peut faire preuve, quelles sont les décisions qu'elle peut prendre toute seule ou pas, ou éventuellement quand quelqu'un a dépassé un peu les limites du cadre. Et là, on est plus sur des entretiens justement de recadrage où on va venir voir la personne en individuel. Ouais. Ok, ça marche, super. Merci pour les précisions, parce que c'est vrai que il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui se posent la question, comment faire dans ma situation? Donc, je trouve ça intéressant de balayer peut-être les quelques situations dans lesquelles peuvent se retrouver les auditrices. Et du coup, on va faire le lien avec ma prochaine question. On parle beaucoup d'affirmation de soi, d'avoir une posture affirmée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et quels sont tes meilleurs conseils pour arriver à s'affirmer au travail, à s'affirmer en tant que leader, pour pouvoir fédérer son équipe derrière? Oui. Effectivement, ça c'est le sujet récurrent qui revient. Je pense qu'on a toutes à un moment ou à un autre cette difficulté à s'affirmer. Peut-être aussi parce que derrière, il y a encore une fois une croyance que si je m'affirme, je vais peut-être devenir méchante ou je vais peut-être devenir trop imbu de moi-même ou je vais avoir un ego démesuré ou je vais peut-être être désagréable, etc., etc. Donc, il y a tous ces schémas-là qu'il faut déconstruire parce que finalement, être affirmé, c'est quoi? Ça fait partie de notre rôle de manager. On est là pour guider,
On est là pour fédérer, on est là pour piloter, encadrer une équipe. Donc, ça nécessite qu'on puisse dire les choses de manière claire, en étant plutôt confiante, même si des fois on doute, on a le droit de pas toujours être sûr d'une décision qu'on est en train de prendre. On a le droit de se tromper aussi, mais déjà on peut éventuellement le partager avec son équipe parfois, ça dépend de la relation qu'on a avec l'équipe. Mais moi je trouve que c'est bien aussi de pouvoir montrer qu'on est humain et qu'on se trompe. Mais être affirmé, c'est en tout cas de pouvoir se sentir plutôt confiant. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet sur la confiance en soi et plus largement sur l'estime de soi finalement, de se dire comment je me perçois, comment je m'accepte aussi moi-même, avec mes qualités, mes défauts. Donc ça nécessite un peu de travail sur soi. Et puis, encore une fois, de se rappeler notre rôle. Alors je sais que toi, tu aimes bien les références de séries ou de films. Mais tu vois, pour moi, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi. Quelqu'un qui manquerait d'affirmation et qui saurait pas donner le cap. Je pense que ce serait comme s'il y avait pas de pilote dans l'avion, donc ce serait dramatique pour l'équipe, pour l'entreprise, pour le manager, etc., etc. Donc je pense que ça nécessite de travailler sur ça et puis de passer à l'action régulièrement. Alors moi, je crois beaucoup à la méthode des petits pas quand on a peur ou qu'on se sent pas très à l'aise. C'est au moins d'essayer un premier truc. C'est peut-être pas la grosse affirmation, c'est peut-être pas la grosse décision tout de suite, mais c'est un premier pas qui nous permet, d'animer une réunion d'équipe ou de prendre la parole, devant certaines personnes qui nous impressionnent, etc., etc. Pour que progressivement, en fait, on s'entraîne. C'est comme un muscle, en fait, cette histoire. Donc c'est comme un muscle au début, c'est un peu difficile. Et puis au plus on va s'entraîner, au plus l'exercice va devenir facile. Et je pense que l'affirmation de soi, faut vraiment le voir comme ça. C'est vraiment un entraînement en fait. Complètement d'accord avec toi. Faut y aller tranquillement, petit à petit. Et surtout, on n'est pas obligé d'aller chercher directement la personne avec qui on est en difficulté, qui sort du cadre, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut tout à fait commencer à s'affirmer vis-à-vis des personnes avec qui, on a une confiance totale. On n'a pas peur du jugement vis-à-vis de ces personnes-là, etc. Et la stratégie des petits pas aide à faire énormément de choses. Et je te rejoins effectivement sur l'affirmation de soi. Et du coup, alors on enchaîne parfaitement sur les questions qui suivent. Il y a quelqu'un qui sort du cadre ou des limites qu'on a fixées et on souhaite lui faire un feedback. Alors, c'est pas pour rien aussi que j'ai nommé le podcast feedback parce que c'est un outil, un exercice très difficile en management qui fait très peur aussi. Quels sont tes conseils pour faire un feedback constructif à quelqu'un qui n'a pas respecté les limites qu'on a posées, qui est sorti du cadre qu'on a posé? Alors, le feedback, pareil, il est nécessaire pour permettre à la personne de comprendre en quoi ce qu'elle a fait ou son comportement ou peut-être ce qu'elle a mis en œuvre, ça ne correspond pas à tes attentes en tant que manager ou en quoi ça peut être préjudiciable, je sais pas, pour l'atteinte des objectifs, pour les clients, etc., etc. Sinon, si on lui dit rien, cette personne, elle va certainement reproduire la même chose. Donc, c'est important déjà pour qu'elle ait un repère. C'est important aussi, encore une fois, pour qu'elle comprenne ce que tu acceptes pas en tant que manager. Donc, si on lui dit jamais, elle va peut-être se permettre de plus en plus de liberté et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, quelqu'un qui est sorti du cadre, il faut bien sûr pouvoir le voir en individuel. C'est le genre de feedback qu'on va pas faire devant les collègues à la machine à café ou dans l'open space. Ça nécessite de prendre un temps. Il n'y a pas besoin que ce soit trop long. Je pense même que c'est mieux quand le feedback est précis, concis, donc court finalement. Il faut qu'on soit sur des faits, donc le plus possible, c'est de revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vu, nous, en tant que manager, si on a assisté à quelque chose, sur ce qu'on a entendu, sur le constat qu'on a pu faire, de façon à ce que ça ne soit pas soumis à interprétation et qu'il n'y ait pas justement de polémique derrière. Donc c'est vraiment... j'ai constaté que, et donc, en quoi ça ne correspond pas à ce que j'avais demandé, de façon à être assez directe pour rappeler le cadre, pour dire, tu te souviens, moi j'avais demandé à ce que les choses se passent de telle et telle manière, et ce que j'attends de toi, surtout, c'est ça. Et le fait de dire à la personne ce que j'attends de toi, c'est ça, c'est aussi une manière de responsabiliser,
Donc ça, c'est important. Et puis une fois qu'on a fait cette première partie où finalement c'est plutôt le manager qui s'exprime, je trouve que c'est important tout de suite de rebondir pour faire s'exprimer le collaborateur et de lui dire qu'est-ce que toi tu en penses, pour s'assurer d'une part qu'il ait bien compris en quoi il était sorti du cadre, qu'il n'y ait pas d'interprétation encore une fois, et puis aussi qu'il se remette en question tout de suite parce que s'il est sorti du cadre, c'est peut-être qu'il n'avait pas bien compris et c'est pas grave, on est là pour lui réexpliquer. C'est pas forcément une envie délibérée de sa part de vouloir faire les choses pas bien, mais peut-être qu'il n'avait pas très bien compris. Donc on est là pour lui réexpliquer et surtout de s'assurer que maintenant c'est clair dans sa tête pour que ça se reproduise pas. Donc ça, c'est important. Je trouve que il faut rester le plus possible dans la bienveillance. Alors, bien évidemment, c'est sûr que si il y a une faute grave qui est commise à un moment donné, on n'aura pas le même ton, mais dans la mesure du possible, le feedback, il doit permettre à la personne de s'améliorer, en fait. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, comme un outil de construction, plutôt que comme un outil de destruction massive, quoi. On n'est pas là pour casser les genoux de quelqu'un. On n'est pas là pour les taper. C'est ça. Mais c'est important que la personne comprenne en quoi ce qu'elle a fait peut-être a des conséquences négatives pour elle, encore une fois, pour son travail, pour l'équipe, pour l'entreprise, et qu'elle ait envie de se mobiliser pour faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois. Donc c'est pour ça que faire réagir la personne, la questionner, ça permet de voir si elle a compris et si elle a envie aussi, s'il y a cette motivation à changer, quoi. Et c'est vrai que la deuxième partie, comme tu dis, de laisser parler l'autre, reformuler ou s'assurer que c'est OK, on l'indique très peu dans toutes les lectures ou tout ce qu'on peut écouter sur le management concernant le feedback. Il y a les méthodes, desk, il y a plein de méthodes pour faire des feedbacks et à aucun moment donné, il y a un conseil de pose la question à l'autre en face, à ton interlocuteur, s'il a bien reçu ton message, s'il a bien compris, lui faire reformuler, etc., etc. Donc, je trouve ça hyper important que tu aies insisté là-dessus. C'est vrai qu'on ne le voit nulle part dans tout ce qui concerne le feedback. Et tu vois, même quand là, on parle du feedback qui est vraiment lié à quelqu'un qui serait sorti du cadre, mais on pourrait imaginer le pendant, c'est-à-dire le feedback positif, pour venir souligner un progrès, un effort, quelque chose de très positif qui a été réalisé par ce collaborateur. Et pareil, souvent, le manager, j'en vois beaucoup les managers vont s'arrêter à bravo, c'est bien, t'as progressé. Mais en fait, l'idée, c'est de faire prendre conscience à son collaborateur de ce qui l'a aidé à réussir. Donc, de lui poser la question, tiens, justement, qu'est-ce qui t'a permis de t'améliorer? D'après toi, sur quoi t'as pu t'appuyer? Sur quoi tu vas pouvoir continuer à t'appuyer? Ça l'aide à prendre du recul sur son propre travail, sur ses propres compétences. Et du coup, c'est là qu'on rend le collaborateur beaucoup plus autonome, responsable et qu'on peut le faire progresser. Donc, c'est vrai autant pour le feedback d'amélioration que le feedback plutôt positif de valorisation, je trouve. Ouais, merci beaucoup pour cet élément-là, effectivement, qu'on ne voit pas beaucoup dans ce qu'on lit. Et je te remercie vraiment, sur ça. C'est hyper important de laisser formuler l'autre. Et je te pique l'idée, voilà. Super, vas-y, c'est fait pour ça. Et du coup, alors là, par contre, il n'y a aucun lien avec les questions précédentes, mais je sais que c'est une problématique aussi qui est rencontrée par les personnes qui nous écoutent. Dans la communication, c'est comment est-ce qu'on communique avec d'anciens collaborateurs qu'on a eus en tant que collègues. Il y a effectivement des personnes qui évoluent en tant que manager en promotion interne. Quels seraient tes conseils en communication avec les anciens collègues qu'on a eus maintenant qu'on est manager? Alors là, pareil, c'est un énorme sujet. Je crois qu'on pourrait en faire aussi tout un épisode entier. Mais rapidement, quels seraient les conseils pratiques, concrets que tu donnerais par rapport à cette situation? Alors, c'est une situation que j'ai vécue. C'est-à-dire que mon premier poste de manager, je suis devenue manager de mes anciens collègues. Donc, je sais à quel point c'est très délicat, on va dire, comme situation. Et c'est pour ça que je me permets de te poser la question, puisque je sais que tu as été dans cette situation. Alors, effectivement, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, c'est bien, parce que je vais pouvoir dire ce qu'il faut pas faire. En tout cas, si je devais me retrouver à nouveau dans cette situation, ce que je ferais, c'est sûr, c'est prendre un temps pour discuter avec mes collègues, pour expliquer que j'ai des objectifs, qu'on me demande un certain nombre de choses, que mon rôle change, mais que pour autant moi je ne change pas, que je suis la même personne. C'est juste que j'ai
une fonction à remplir, j'ai des objectifs comme eux et qu'on va avancer ensemble, mais que forcément mon rôle nécessite que je les guide, que je les pilote, que je dirige un certain nombre de choses. Donc oui, je vais donner des consignes, oui, je vais faire un suivi de leur travail et de leurs tâches et sans doute que je vais devoir contrôler certaines choses parce que ça fait partie de mon job et que si je le faisais pas quelque part, je remplirais pas complètement ma mission. Mais que ça veut pas dire pour autant que j'ai moins confiance en eux. Et oui, on peut rester quand on a des liens un peu forts. Des fois, on peut avoir des liens amicaux, on peut même se voir à l'extérieur. Là, ça peut être compliqué. Donc, c'est important aussi de poser les bases en disant, au départ, j'aurais peut-être besoin d'un moment où je vais prendre du recul parce que j'ai plein de nouvelles choses à intégrer aussi dans mon poste. Et puis, pour moi, c'est pas toujours facile de savoir comment me comporter. On a le droit aussi, avec humilité, de dire, même moi, ça me fait bizarre. Je sais pas trop comment je vais faire pour échanger. Ou avant, on allait prendre peut-être un pot à la sortie du travail. Ce sera peut-être moins facile pour moi. Donc, ça veut pas dire que je suis fière et que je veux plus être avec vous. Mais c'est juste que voilà, il faut que j'arrive à prendre mes marques moi aussi dans cette nouvelle posture. Et c'est pas toujours évident, donc de pouvoir le dire assez simplement, enfin avec authenticité, je dirais. Je trouve que c'est le meilleur moyen parce que voilà, j'ai vu parfois des managers intermédiaires comme ça couper presque les ponts avec leurs anciens collègues parce qu'ils étaient mal à l'aise et qu'ils savaient pas comment faire. Et en fait, ça a créé beaucoup de tensions. Donc le but c'est pas du jour au lendemain de plus voir à l'extérieur ou de plus parler, mais c'est plutôt d'expliquer un petit peu aussi les contraintes ou les impératifs. Voilà, le mot est mieux, les impératifs de notre fonction de management, en expliquant aussi que on aura peut-être des informations confidentielles qu'on ne pourra pas leur communiquer et qu'il faudra pas nous en vouloir, mais ça fait partie intégrante de la fonction, c'est le devoir de réserve. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas dire. Et puis je pense qu'il faut garder en tête que malheureusement quand même dans l'inconscient collectif, quand tu deviens manager, tu fais partie de la ligne hiérarchique et que souvent cette ligne hiérarchique, elle peut être critiquée, elle peut être observée. Donc faut avoir conscience que tes anciens collègues vont t'observer et te critiquer et accepter que ça arrive, peut-être même en parler ou en rigoler avec ses anciens collègues en disant maintenant je fais partie des managers, vous allez peut-être me casser un peu de sucre sur le dos, je comprends, c'est de bonne guerre, enfin j'en sais rien, mais trouver quelque chose un peu sur le ton de l'humour qui puisse briser la glace justement. Et de pouvoir en parler d'adulte à adulte, en fait. L'idée, c'est justement pas de se mettre dans cette position supérieure où je prends mes anciens collègues pour mes subordonnés en mode vous êtes un peu des enfants et je vais vous expliquer la vie, mais plutôt de continuer à fonctionner d'adulte à adulte, mais en essayant de se dire les choses et en trouvant les limites, parce qu'on sait qu'effectivement, dans notre rôle de manager, on peut pas tout dire. Ouais, essayer d'être transparent le plus possible et de dire aussi que la situation est inconfortable pour tout le monde, du moins au début, le temps de trouver ses marques. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, voilà, je voulais profiter aussi de ton partage d'expérience par rapport à ça. Il y a tout un sujet de podcast, je pense, là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à éviter, à faire, etc. Et je pourrais parler aussi des erreurs que j'ai pu faire, puisque moi aussi, c'est une situation que j'ai vécue à de nombreuses reprises. Donc, effectivement, les erreurs, je crois que je les ai toutes faites aussi. Donc, il y a tout un épisode, effectivement, qu'on pourrait faire là-dessus. Écoute, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée, mais que tu aurais pu trouver intéressante à partager avec les auditeurs? Je sais que la question n'est pas évidente. S'il y en a pas, il y en a pas. Mais est-ce qu'il y en a une qui te viendrait par rapport à la communication? J'en ai pas qui me viennent parce que encore une fois, comme tu dis, c'est un sujet qui est tellement vaste et puis moi qui me passionne, ça si je mets le doigt dans l'engrenage, on est reparti pour 1 heure. Mais non, j'ai pas de questions. C'est plus peut-être un conseil. Alors je sais pas si c'est bienvenu. Ou un mantra ou peut-être effectivement une phrase. Vas-y. C'est de jamais oublier que la fonction de manager, c'est une fonction, c'est le costume qu'on enfile, mais qu'à l'intérieur, vous êtes la même personne. Et de rester soi-même, c'est super important, de ne pas se cacher que derrière son costume de manager en se disant puisque je suis manager, je dois me comporter de telle et telle manière, je dois parler comme ça, je dois marcher même comme ça. Non, ça c'est le costume. À l'intérieur, il y a une personne, c'est vous et il faut rester vous-même.
Ah, j'adore. Quelle conclusion, c'est super. Parfait. Merci. La conclusion est parfaite. Valérie, du coup, pour les personnes qui aimeraient échanger avec toi, te retrouver, suivre ton activité, tous les conseils aussi que tu peux donner sur le management, le leadership, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis beaucoup présente sur Instagram, donc c'est le compte Une fille manager. J'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom. Et puis, voilà, mon site internet, unefillemanager.com, où les gens peuvent me retrouver. Voilà. De toute façon, tout sera disponible dans les notes de l'épisode, bien évidemment, directement à cliquer sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit. N'hésitez pas à suivre Valérie. Il y a de nombreux conseils qu'elle donne et on a vraiment une vision similaire et complémentaire en même temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Valérie. Je suis sûre que vous allez avoir plein de pépites aussi pour améliorer votre management et votre leadership. Merci à toi. Merci à toi, Élodie. Merci beaucoup. Et je te dis très certainement à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.